Et bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je vous souhaite Bonjour la tout le monde. bienvenue. Bienvenue sur ce webinaire. Je vous laisse me faire signe dans le chat dès lors que vous êtes connectés, histoire que l'on sache que c'est bon, tout fonctionne bien, vous êtes bien présent. Et puis dès que alors je vois que ça commence à pianoter sur le clavier, c'est plutôt bon signe. Bonjour Rosanne, mais voilà, première personne qui nous dit bonjour. Bonjour à tous. Bah, écoutez, on est hyper ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire du mois de février. On est déjà en février. À chaque webinaire, je réalise à quel point le temps défile à une vitesse dingue. Donc ça y est, on démarre le mois de février et on le démarre plutôt bien parce on va aborder un sujet qui, j'espère, vous intriguera, vous intéressera. C'est un sujet qui touche, je pense, tout le monde, au-delà de la fonction RH. Mais bon, nous, évidemment, on fait un focus particulier sur la fonction RH, logique pour Culture RH, et logique aussi pour notre partenaire aujourd'hui qui est Bénéfice. Pour rappel, on est là pour à peu près 45 minutes, 1 heure maximum d'échange sur le sujet aujourd'hui du pouvoir d'achat et notamment une priorité pour les équipes RH. Corentin nous en dira un peu plus juste après. N'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, ce webinaire, c'est le vôtre. C'est votre occasion à vous, voilà, d'être curieux, de poser vos questions et on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, évidemment, on gardera un temps à la toute fin, comme à chaque fois, pour revenir sur les questions qui auraient pu rester en suspens. Mais sans plus attendre, bonjour Corentin, merci à toi d'être avec nous. Et puis, si tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es et puis pourquoi on est là aujourd'hui finalement. Ouais, hello Alice, merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, moi je suis Corentin, je travaille chez Bénéfice depuis quelques années et je développe toute la partie évangélisation, toute la partie marketing pour aider les RH à la fois bien comprendre les enjeux qu'il peut y avoir autour du pouvoir d'achat, les défendre en interne et pouvoir aussi changer les choses. Donc, on sait que le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui tient à cœur de tous les salariés aujourd'hui, des RH de plus en plus. Et mon boulot, c'est aussi d'échanger avec vous là-dessus pour prendre vos retours, comprendre un peu vos problématiques et vous apporter aussi des pistes de réponse pour avoir plus d'impact en interne. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Top, parfait. Et alors, pourquoi ce sujet, pourquoi le sujet il est autant d'actualité aujourd'hui pour les RH? Alors ça, on va pas mal en parler aujourd'hui sous pas mal de facettes, mais nous on voulait voir ce sujet. On parle aujourd'hui du pouvoir d'achat comme la priorité, que ça soit dans les news, dans dans les discussions du quotidien, et on en parle aussi de plus en plus dans les équipes RH et dans les entreprises, notamment avec l'arrivée des entretiens annuels, des périodes Eh d'augmentation, oui, l'inflation. c'est la Et période. aujourd'hui, ouais, clairement. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui vont se poser la question, mon augmentation par rapport à l'inflation, est-ce que ça fait vraiment le poids? De combien c'est rogné? Avec le coût de la vie qui augmente aussi dans plein d'autres facettes. Eh oui. Et donc, ce qu'on voulait en 2024, nous, c'est se dire, si la priorité, c'est le pouvoir d'achat, on va essayer aussi de vous le démontrer avec des chiffres et avec des études. L'idée, c'est pas de se baser que sur du ressenti, évidemment. Hmm. Mais on s'est dit, comme on a à peu près, on travaille beaucoup avec des TPE, PME, évidemment aussi, on peut avoir cette approche pour des boîtes un peu plus grosses, mais c'est surtout dans les TPE, PME, c'est quelles vont être les grandes étapes de l'année sur le pouvoir d'achat et si on veut être un RH ou une RH qui va avoir de l'impact sur cette question, il faut prioriser, on ne peut pas tout faire d'un coup, on peut pas, il faut avoir un plan d'action et du coup, on s'est basé sur l'année 2024 et en se disant qu'il y a des grandes étapes qui vont jouer. Et ces Hmm. grandes étapes, la première, évidemment, c'est les augmentations salariales, les entretiens annuels, on est en plein dedans. Ensuite, en juin, on verra un peu que toutes les activités un peu annexes et qui peuvent aussi enrichir la question du pouvoir d'achat. En septembre, il y a beaucoup de sujets autour de la santé et du pouvoir d'achat. Et en décembre, c'est évidemment la prime de la partage de la valeur dont tout le monde a entendu parler maintenant et qu'il va falloir mettre en place pour l'année prochaine. Et c'est encore un gros sujet de pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'était même l'objectif de cette mesure. Donc, ça va être un peu un voyage sur toute l'année 2024 avec pas mal d'étapes, mais surtout à chaque fois, on verra quand même des choses un peu théoriques et un peu pratiques pour que vous puissiez commencer à vous projeter dans votre année et commencer à envisager des projets pouvoir d'achat. C'est sympa cette vision globale comme ça annuelle, ça donne un peu
une idée là, de l'année à venir. Et d'ailleurs, je le précise, mais pendant le webinaire, Corentin a même prévu de vous partager des cas d'usage pour que ce soit vraiment concret et vraiment palpable pour bien comprendre en tant qu'RH, qu'est-ce que j'ai à portée de main et qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise. Oui, exactement. Et c'est parce que le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui est très très concret. C'est un sujet qui finalement est aussi très mesurable. On n'est pas forcément dans le bien-être ou on est dans des sujets qui sont parfois plus durs à appréhender, en tout cas en termes de chiffres. Là, on a beaucoup de Oui, chiffres, on a beaucoup de choses et on peut montrer des vraies différences entre une stratégie ouais. de rémunération et une autre, entre le salaire fixe et l'épargne salariale, ainsi de suite. Donc, Oui, c'est vraiment c'est très intéressant. concret. On parle argent, Ouais, c'est très concret. Ouais, c'est ça. Bah, c'est à la fin du mois, en tout cas en 2024, on pense que ça va être un des sujets les plus clés. Ouais. Mais pour nous en convaincre, vous n'allez pas juste me croire sur parole, il faut aussi regarder les chiffres. Et donc, en 2024, la priorité, c'est le pouvoir d'achat pour les salariés. Pourquoi? Parce que on a fait on a fait une étude avec OpinionWay, on s'est fondé sur les retours de 1000 salariés en France et on voulait savoir à peu près comment ils se situaient par rapport à ces sujets-là et par rapport aux questions de pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc, on en parle beaucoup, mais par exemple, on a vu que 90% des salariés estiment mériter une augmentation pour lutter contre l'inflation. Et on voit que c'est un moment qui va être vraiment charnière dans la relation avec le salarié parce que cette année, disons que si vous n'aviez pas eu une augmentation ou une augmentation un peu chiche, disons l'année dernière, là, cette année, 90% des salariés se disent, bon, cette année, il faut que vous fassiez quelque chose parce que là, il y a des problématiques et on a vraiment besoin, avec l'inflation, d'un petit coup de boost par rapport à d'habitude. 90% quand même. J'invite à la réaction dans le chat. Dites-nous si ça vous surprend, si vous, au contraire, vous vous dites bah oui, ça ne me surprend pas. 90%. Bonjour de Brest, bonjour de Toulouse. on a des petits coucous dans le chat. Merci à vous. Donc ouais, 90%. Moi personnellement, en fait le chiffre, je trouve qu'il est parlant et en même temps, ça me surprend pas tant que ça non plus. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils estiment mériter, quoi. C'est pas seulement vouloir une Oui, augmentation, c'est oui, dire que, ouais. voilà, on estime mériter une augmentation et d'autant plus qu'ils attendent un peu les entreprises au tournant parce que 67% d'entre eux ont été déçus par l'augmentation de l'année dernière. Ouais. Et une grande partie d'entre eux, on voit 77-72%, sont un peu en opposition en disant que l'entreprise pouvait se permettre l'augmentation et que les augmentations étaient assez opaques. Enfin, il y a vraiment un mécontentement autour des augmentations. Et oui, Marie qui dit, est-ce que c'est tout secteur confondu? Oui, oui, Ouais, oui, le panel est. ouais, c'est tout secteur confondu. Effectivement, après, c'est surtout sur des entreprises dans le secteur, je crois, je dirais plutôt secteur privé entre des petites et moyennes entreprises Ouais. aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est une tendance qui doit être assez générale en tout cas parce que les chiffres sont assez clairs. Et en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que au-delà des augmentations, il y a vraiment un sujet aussi d'incidence négative sur la relation au travail. C'est la déception, ça marche une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, bah, si ça amène à à des problématiques financières et qu'on se disait que l'employeur aurait pu faire quelque chose, eh ben, on se pose un peu la question de son futur dans l'entreprise et c'est un des moments où on imagine que on peut casser encore la relation avec le Et salarié. oui, ouais. Oui, surtout quand Donc c'est cumulé. ouais, exactement. Et donc c'est assez important d'avoir ces idées en tête et voilà, de se dire pas seulement bon, les salariés sont en attente de pouvoir d'achat, mais vraiment regarder que non seulement c'est un fait, mais qu'il y a un vrai sujet de grogne autour des augmentations et que Mhm. cette année, les entreprises sont vraiment un peu au pied du mur ou en tout cas doivent apporter des solutions. Et cette étude, c'est une étude donc OpinionWay, mais réalisée en collaboration avec vous, avec Bénéfice, c'est bien ça? Ouais, Ouais, absolument. parce Après, que je vois nous, que c'est c'était la question dans le chat. ouais, c'est ça. Après, nous, en fait, on a commandité l'étude pour avoir toutes ces informations-là. Et après, évidemment, c'est fait de façon totalement indépendante via Opinion. Et ça, c'est une étude qui peut être récupérée par les personnes qui peuvent être intéressées de voir l'étude complète?
Ouais, absolument. On l'a Ouais. sur notre site, si Ok. ça vous intéresse, c'est le Oh, baromètre des salariés et vous avez toute l'étude avec beaucoup, beaucoup de points de données, beaucoup plus avec, c'est une vingtaine de pages et qui va vraiment en profond dans ces super. problématiques-là. Top. Et Jennifer qui nous dit on a hâte de voir les solutions. Bah, on va y venir. On va y venir justement. Et juste, j'ai Laurie Corentin qui dit est-ce que l'augmentation ne serait pas liée aussi au début de la transparence au niveau des salaires et donc un besoin de réajustement du salaire? Bah ça peut dépendre. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure dans les augmentations. Il y a, en général, c'est vrai qu'une politique transparente de salaire est assez bénéficiable dans ce genre de situation parce qu'elle permet quand même de sortir de ces oppositions-là. Elle permet d'avoir voilà, moins de non-dits, moins d'opacité, hein, qui sont vraiment une problématique. Super. Et je vois que Pierre est super réactif et a partagé le lien vers le baromètre. Merci beaucoup, Pierre. Pierre de Bénéfice. Super. Et du coup, je passe Vas-y, donc vas-y. à la suite. Et après, on pourra peut-être une dernière question avant d'attaquer la première Mhm. partie. Du coup, en 2024, les ressources humaines, donc pour nous, c'est vraiment du concret. Comme on l'a dit, priorité pouvoir d'achat pour le salarié. De l'autre côté, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'entreprise, bah, elle doit optimiser ses coûts et vous, professionnels RH, vous êtes les premiers parfois à vous battre pour les salariés, à dire bah, on aimerait bien pouvoir leur apporter une meilleure rémunération. On sait que là, c'est leur sujet numéro un, ça grogne un peu. Et vous vous retrouvez face à votre directeur financier ou le CEO qui dit bah, on n'a pas les budgets cette année et ou en tout cas, on n'a pas les budgets au niveau où vous le voulez. Donc, il y a vraiment aussi cette problématique-là à prendre en compte. Donc, on n'est pas un peu un discours un peu incantatoire où on dit juste bah, il faut augmenter tout le monde et puis c'est bon. Il y a évidemment des problématiques économiques Eh et oui. c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions et sortir aussi du côté soit l'employeur va gagner le combat, soit le salarié va gagner le combat, mais en fait, au fond, c'est pas quelque chose qui va renforcer la relation parce que si l'employeur gagne au détriment du salarié, bah, le salarié a envie de partir. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que les avantages sociaux, c'est vraiment un super outil qui est assez peu démocratisé encore, ou en tout cas pas assez dans les TPE-PME, parce que ça permet, et on va le voir à la slide d'après, de donner plus aux salariés sans dépenser plus, mais en dépensant mieux. Mhm. Et comme disait la personne de l'association Interplus-Value, Eh oui. les charges patronales qui augmentent exactement, c'est exactement le problème. Aujourd'hui, bah, si on prend la slide d'après, c'est une très bonne transition. On se rend compte que bah, si on donne du salaire à quelqu'un, on a une vraie problématique qui est de l'efficacité de la dépense. C'est-à-dire que si vous dépensez 100 euros, eh bien, votre salarié va recevoir à peu près 40 euros de pouvoir d'achat finalement, quand on prend toutes les charges derrière tout ça. Et donc, finalement, bah, une entreprise qui dirait bah, je vais augmenter mes salariés cette année, qui miserait sur le salaire, aurait un budget vraiment plus petit que s'il misait sur de l'épargne salariale ou même aller chercher dans des cagnottes, des titres de paiement, des choses qui peuvent être utilisées de façon de plus en plus flexible et qui, par contre, ont une vraie efficacité. Et donc, quand vos salariés vous demandent, par exemple, une augmentation, on va dire un chiffre au hasard de 1000, si vous le faisiez avec du salaire, il faudrait dépenser de votre côté plus autour de 2500. Si vous le faites avec des titres de paiement, il suffit de dépenser 1000. Et donc, vous êtes capable de donner à votre salarié ce dont il a besoin dans ces cas-là. Et Jennifer qui nous demande de quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle d'avantages sociaux. Alors, est-ce que, alors on voit déjà quelques exemples là, mais est-ce que peut-être pour avoir une idée bien plus précise, est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu ça, Corentin? Ouais, bah, très bon commentaire des RIC, mutuelles, épargne salariale, titres restaurant, des titres Ouais. de paiement, et la prime sur la valeur, prime de partage de la valeur aussi, qui fait partie de ces avantages. On en parlera à la fin. Mhm. Mais voilà, donc nous, on voit les choses avec toute la partie santé qui est pour nous assez importante, hein, évidemment. Il y a la partie titres de paiement dans lequel vous avez des titres restaurants, mais dans lesquels vous pouvez avoir énormément de choses, des chèques cadeaux, des chèques CESU. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets différents de la mobilité, de la culture, et vous pouvez donner beaucoup à vos salariés à travers ça.
Euh, et, euh, et après, évidemment, tout ce qui est épargne salariale, tout ça qui est plus du salaire sous une autre forme qu'on aura. Et, et pour Eric, vous dites salaire 100 euros brut, 40 euros net. Non, pas exactement. C'est plus salaire. Alors, c'est schématique, hein, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais avec charge patronale. Au fond, l'employeur, quand il paye quelqu'un, il va payer les charges patronales et il y aura à la fois les charges patronales et les charges salariales avant que ça soit du vrai pouvoir d'achat. Et en plus, il y a même les impôts et plein d'autres choses derrière que vous imaginez. Ton tableau intrigue, il y a plein de questions sur le tableau. Il y a Nicolas qui demande aussi comment sont calculées les données du tableau, ça intrigue. Alors, comment elles sont calculées? On a, alors légalement, hein, on prend des exemples. Alors, c'est des exemples. On pourra aller un peu plus, on verra un peu plus précisément les choses. On a des tableaux qui sont encore plus complexes après, donc Ok, vous allez voir. ça marche. Mais c'est des moyennes en général. Alors, c'est pas exactement, c'est pas contractuel hein, évidemment, mais c'est des moyennes et c'est à peu près en général ce qui se passe quand Oui. vous dépensez ça en charge patronale. Après, évidemment, des choses sont très diverses, donc on est obligé de prendre quelque chose d'un peu schématique si on veut pouvoir attaquer le sujet. Ça Donc, marche. je vous propose pour commencer par parler des augmentations 2024. C'est la première étape. C'est la première étape et ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a principalement, alors c'est pour les TPE-PME principalement, après j'imagine que ça peut aussi se mettre en place dans d'autres types d'entreprises, mais nous on voit principalement 3 cas d'usage si on est dans le moment des augmentations 2024. C'est je veux pas vraiment faire d'augmentation de ma masse salariale, mais je vais être capable de donner un peu plus en dépensant mieux et en allouant un peu autrement le budget d'avantages sociaux. Alors ça, c'est une approche qui est pas encore super développée, mais qu'on trouve un peu intéressante et qui, dans une entreprise qui aurait des difficultés financières ou qui serait pas aujourd'hui prête à être vraiment en conquête, mais qui veut aussi faire un petit geste pour ses salariés, c'est vraiment la meilleure approche parce que à la fois vous faites quelque chose pour les salariés et à la fois vous allez être capable de garder une masse salariale quasiment la ISO. Donc c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Ensuite, le deuxième point, c'est je vais augmenter mes équipes. Et là, c'est comment on augmente les équipes. Et ça, c'est le cas que souvent la plupart des personnes vont avoir. C'est comment on va augmenter les équipes en choisissant le bon mix salaire, avantages sociaux. Comme vous l'avez vu, si vous donnez que du salaire, bah, vous n'allez pas donner tant aux salariés. Et si vous donnez, par contre, un peu de salaire, un peu d'épargne salariale, des titres de paiement et ainsi de suite, vous pouvez faire des augmentations qui sont très sensiblement plus hautes que dans d'autres cas. Et le dernier point, c'est je vais beaucoup recruter. Là, c'est vraiment essayer de maximiser le package parce que un bon package, c'est évidemment une source d'attractivité, d'efficacité. Et donc, on va voir tout ça. Il y avait juste une petite question de Christophe qui disait bénéfice plus une plateforme qui propose des avantages sociaux ou ce sont des super avantages sociaux sur une plateforme. Alors, bénéfice, on le verra à la fin, mais c'est une plateforme où on va regrouper tous les avantages sociaux, où on propose selon certaines catégories, soit nos propres avantages sociaux qui sont de super avantages sociaux, mais aussi parfois sur des sujets de mutuelle ou tout ça, qui vont vous proposer de benchmarker plein d'offres différentes, parce que là, il va falloir trouver des choses qui correspondent le mieux possible à votre entreprise. Et donc, c'est parti dans les chiffres. J'espère que tout le monde a pris un bon café. Les cas d'usage, on veut voir ce que ça donne. Alors, le premier cas d'usage, c'est je ne veux pas faire d'augmentation. Alors ça, c'est un exemple. On en reparlera encore un peu après quand on sera dans la partie mutuelle. Okay. Mais c'est intéressant de voir que aujourd'hui, si on a une mutuelle qui est utilisée par les salariés, il faut se poser la question de comment l'argent de la mutuelle est dépensé. Par exemple, les contrats de prévoyance, les contrats de mutuelle. Il y a un vrai enjeu de comprendre comment cet argent est dépensé et de savoir si toutes les garanties sont les bonnes, si vous utilisez vraiment votre contrat, si par exemple, si vous avez une population très jeune,
avoir des contrats de prévoyance super complexes. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Parfois, vous avez des garanties sur certains points qui sont très, très élevés, qui vous coûtent cher alors qu'elles ne sont pas du tout utilisées. Et donc, vraiment, si aujourd'hui, vous voulez avoir une approche de rechercher de l'efficacité, il y a toujours la possibilité de passer, par exemple, sur des plans de mutuelles qui sont plus adaptés à votre population. Nous, on voit souvent des populations très jeunes qui ont des mutuelles qui sont très fortes sur des aspects qui sont plus de fin de vie ou même qui sont plus avec par exemple même des enfants, des choses comme ça, alors que la population a quasiment pas d'enfants. Et donc, ce qu'on peut conseiller, c'est de passer sur un plan un peu moins fort de la mutuelle et vous allez passer tout cet argent que vous allez débloquer sur des titres de paiement. Et ça vous permet en fait de prendre cet argent qui était souvent à 65% dans la poche du salarié, disons, mais qu'il ne dépensait pas parce qu'il n'avait pas l'usage de ses garanties, vers quelque chose où il va avoir par exemple des titres de paiement tous les mois et récupérer directement la différence. Et donc là, on voit que ça peut permettre de faire un gain dans le cas qu'on a utilisé ici. Ça peut être un gain, par exemple, sur un budget employeur à autour de 53 000 euros. Vous êtes capable d'avoir une différence de 500 euros de pouvoir d'achat en plus pour votre salarié. C'est un petit geste, mais c'est pas, voilà, dans un cas, une petite prime à Noël ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui a quand même une valeur. Et ça dépendra aussi évidemment de vos garanties et de ce que vous pouvez aller trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi une approche un peu holistique de ce côté-là et de se dire, parce qu'on a tendance à la mutuelle à faire toujours de l'inflation, de il faut toujours mieux, toujours plus, et en fait ça coûte de l'argent quand même une mutuelle, et parfois c'est pas du tout utilisé, donc il faut vraiment se poser cette question. Ça sous-entend quand même pas mal qu'effectivement, il y a cette nécessité de bien connaître et comprendre ce qu'attendent les salariés et d'adapter du coup les avantages sociaux en conséquence, Ouais. ne serait-ce que par exemple sur l'offre mutuelle. Ouais, c'est ça. Bah, et Stéphanie qui dit qu'elle ne comprend pas exactement sur quel poste de la mutuelle on peut agir. En fait, ça va dépendre évidemment de votre mutuelle. Vous avez certaines garanties qui vont être plafonnées à parfois 400, 500% du plafond de la sécurité sociale. Je sais pas, ça peut être du kiné, ça peut être aussi les enfants en plus qui sont sur le plan. Ça peut être pas mal de sujets qui font que vous avez des prix de mutuelle qui sont assez élevés et qui sont pas toujours super utilisés. En fait, une mutuelle, pour une entreprise jeune, il y a plein de garanties qui vont être moins utiles que d'autres. Et donc, vous pouvez parfois, il y a plusieurs plans de mutuelle et vous pouvez passer à un plan qui est un peu moins fort sur certains aspects en le négociant avec votre mutuelle pour récupérer quelques euros que vous allez injecter sur des titres de paiement. Ok, et Yamae qui dit l'augmentation de la prise en charge patronale est un avantage en nature, donc soumis à charges et impôts, non? Elle demande. Alors ça, c'est une question, c'est une question sur laquelle il faudrait que je demande à Benjamin Mango, qui était la personne qui faisait le webinaire Oui, originellement, qui avait sans doute un peu plus de connaissances sur la précision vraiment de ces sujets-là, mais on vous répondra, on vous enverra un petit mail pour répondre là-dessus. oui, et Euh, vous aurez le contact. Vous aurez le contact à la fin, de toute façon, ouais, si jamais des exactement. questions sont restées sans réponse. Ok, et du coup, sur le deuxième cas d'usage, Ouais, sur le deuxième cas d'usage, du coup, c'est un cas qui est beaucoup plus simple à comprendre. C'est aujourd'hui, on veut comprendre comment on peut utiliser le salaire brut, enfin utiliser les avantages sociaux versus le salaire brut. Alors, par exemple, aujourd'hui, si vous dépensez 2840 euros avec une augmentation de salaire de 5%, votre salarié va recevoir en net à peu près autour de 1136 euros et donc une augmentation du pouvoir d'achat d'à peu près juste 4%. Si vous avez exactement le même budget, mais que vous allez le mettre en salaire et aussi en titre restaurant, et ben votre salarié va déjà gagner par rapport à l'autre poste à peu près 700 euros de titres de pouvoir d'achat. Donc, on voit une augmentation du pouvoir d'achat de plus 6,5%. Et souvent, c'est ça d'ailleurs qui fait la différence pour passer
le cap de l'inflation. Hein. Souvent, on dit l'inflation à 4-5%. Bon, même si, a priori, ça a été beaucoup plus dans les dernières années, donc ça permet au moins d'aller un peu au-dessus. Et après, vous pouvez avoir du salaire et de l'épargne salariale, où vous allez être de 5,1 à 6,1%. Et si vous passez uniquement par l'épargne salariale, et ben là, ça peut être vraiment intéressant, où vous allez pouvoir avoir, selon si c'est perçu ou placé, de 6,6 à plus 9,1%. Mais vous voyez que dans ces cas-là, on est capable de gagner quasiment le double en pouvoir d'achat pour le salarié. Donc, c'est vraiment important de construire cette stratégie-là et même de se poser la question de se dire, quand vous avez des demandes des salariés qui vont demander souvent du salaire fixe, de leur dire on ne pourra pas donner exactement ça en salaire fixe. Par contre, on va mettre en place un plan d'intéressement. Par contre, on va vous donner un nouveau titre restaurant, des chèques culture, des choses comme ça, qui vont permettre d'aller chercher un peu plus loin. Et, ailleurs que dans le fixe. Ouais, exactement. Il y a Stéphanie qui demande une précision sur l'épargne salariale. De quel dispositif est-ce qu'on parle exactement? Ouais, ça peut être sur l'épargne salariale, ça peut être plusieurs dispositifs. Ça peut être de l'intéressement, par exemple. C'est souvent ce qui va être mis en place. C'est souvent ce qui va être mis en place dans les entreprises. Il y a le prime pour le partage de la valeur aussi qui est adjacent à ce sujet, qui peut être intéressant et qui peut, on va en reparler juste après, mais qui peut être même totalement défiscalisé en fonction du salaire, de la taille de l'entreprise, ainsi de suite. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir ça. Ok, super. Je te laisse avancer sur l'autre cas d'usage. Oui, absolument. Absolument. Et du coup, la dernière question, c'est partir vraiment, ne pas forcément être uniquement dans une idée d'augmentation, mais de passer sur une stratégie qu'on appelle plus full benefits. C'est vraiment de mettre en place dès le début une stratégie qui va vous permettre de mettre beaucoup plus d'épargne salariale dès le début, des cagnottes, type de paiement, de la mutuelle, une mutuelle assez forte. Et par exemple, nous, c'est ce qu'on fait vraiment chez Benefis et qu'on a mis en place dès le début pour avoir des packages qui peuvent être très compétitifs par rapport à nos concurrents ou par rapport à d'autres entreprises qui voudraient recruter nous, simplement, qui voudraient nous recruter. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, c'est par exemple, si vous avez 40 000 euros bruts annuels, et ben vous avez un coût employeur qui va être assez élevé. Mais si vous proposez de l'épargne salariale, des cagnottes de type de paiement, une mutuelle aussi vraiment, vraiment efficace, vous êtes capable d'aller chercher des salaires qui vont être bien plus élevés en net et qui vont pouvoir être l'équivalent de si vous aviez des salaires qui peuvent être à 20 ou 30% supérieurs en net. L'intérêt, c'est grâce à ça, vous êtes très compétitif sur le marché du travail parce que vos salariés se rendent compte, si vous leur expliquez bien, et ça c'est vraiment un enjeu aussi, parce que vous pouvez avoir un salarié à qui on va proposer une rémunération en disant, voilà, on va te donner ça en brut, mais tu n'auras pas nécessairement d'autres avantages en plus, pas d'épargne, pas de choses comme ça, et qui va trouver ça mieux parce que le brut est finalement supérieur à ce qu'on pourrait lui proposer chez Benefis, mais qu'après calcul, on se rend compte assez vite qu'en fait, l'offre de Benefis est parfois 30% supérieure. Et ça, on encourage de plus en plus nos clients à le faire. Et c'est aussi un des gros enjeux, moi, de mon poste et même de notre produit, d'être capable de bien montrer aux salariés que tous les efforts qui sont faits pour lui et qu'en fait, des mécanismes comme l'épargne salariale, des mécanismes comme les types de paiement, c'est pas du gadget, c'est vraiment du pouvoir d'achat, on nous dit de vrais euros à dépenser. Et ça fait vraiment la différence. Et pour une entreprise qui commence à recruter, on a pas mal de startups aussi qui sont dans des secteurs très compétitifs en termes de recrutement, qui veulent recruter les meilleurs. Là, vous prenez une longueur d'avance et tout l'enjeu est d'arriver à
montrer au salarié l'intérêt qu'il a. Mais une fois que le salarié est chez lui et a commencé à goûter à l'intéressement, a commencé à voir les titres de paiement qui tombent tous les mois, et tout ça, le salarié se rend vraiment compte de l'intérêt. Et c'est vraiment cette barrière qu'on essaye de casser au maximum. Ouais, c'est un vrai levier à la fois pour l'attractivité et à la fois pour la fidélisation. Donc, finalement, on répond à un vrai enjeu en termes de marque employeur. C'est ça, et puis vous avez vraiment vous avez vraiment vous avez beaucoup de leviers en fait. À partir du moment où nous, par exemple chez Benefits, on a une cagnotte qui est là tous les mois, qu'on utilise à peu près comme on veut sur des dizaines de dépenses. Ça peut être votre Netflix, ça peut être votre chaise de bureau, ça peut être de la Ah oui, on culture, peut aller la encore plus loin, nourriture, ouais. l'électricité. Et en fait, on a ça tous les mois et c'est quelque chose sur lequel notre employeur peut agir, en rajouter et Mmh. augmenter assez souvent. Et ça lui Mmh. coûte beaucoup moins cher que du salaire. Il peut dire, au lieu de vous donner 100 euros de salaire en plus, finalement, je vais vous donner 200 euros de titres de paiement et ça va lui coûter à peu près la même chose, mais vous, c'est le double. C'est même plus que du double. Ah oui. Donc, Mmh. c'est vraiment intéressant. Ok, Donc voilà, donc c'est super clair. quelque chose qu'on conseille beaucoup et qu'on va pas mal mettre en place, on pourra en parler évidemment. Et oui, l'électricité, Ah Nicolas, oui, encore c'est plus dans quand la on parle prime, de télétravail. exactement, ça passe dans la prime télétravail, donc vous pouvez mettre vos factures d'électricité sans problème. Et les titres de paiement, qu'est-ce que c'est? C'est des titres, alors comment, c'est des titres évidemment, mais c'est de l'argent qu'on va donner et qui doit aller à un certain usage. Par exemple, pour les titres restaurants, c'est pour se nourrir ou aller au restaurant. Pour la prime télétravail, c'est un titre de paiement aussi. C'est pour tout ce qui peut vous amener à télétravailler. Pour l'achat culture, c'est tout ce qui va être de la culture, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est assez transparent au final. Et on a pas mal de flexibilité quand on met en place à peu près tout ça. C'est ce qu'on Donc, peut appeler aussi les cartes cadeaux, non? C'est aussi un titre de paiement, ouais, une carte cadeau, ouais. c'est ça. Mais alors après, nous, on n'est pas de grands fans des cartes cadeaux parce que, et chez Bénéfice, on a une approche qui est un peu différente où tout est dans un pot Ouais, commun sous forme de cagnotte, en fait. Parce qu'en fait, des cartes cadeaux, après, il faut les utiliser parfois sur des oui. sites qui sont Et c'est le truc spéciaux. classique où tu l'oublies. Enfin, moi, j'ai Oui, souvenir de, exactement. je l'oublie, puis un jour, je me dis, ah mince, j'avais une carte cadeau Cultura, bah voilà, je l'ai pas utilisée, c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Il y a ça et aussi un des sujets, par exemple, c'est d'aller en milieu de semaine dans un relais château alors que vous aimeriez juste avoir un petit coup de pouce sur Oui, c'est vrai. votre électricité ou juste vous payer un petit cadeau ou tout ça. Il y a ce côté pas flexible qui, pour moi, quand on veut se dire qu'on veut que ça soit des vrais euros pour les salariés qui considèrent que c'est bien, voire aussi bien, voire mieux que le salaire, on ne peut pas leur dire maintenant vous allez choisir entre 5 spectacles qui ont été pré-choisis. Oui, faut que ça Voilà, il faut réponde, vraiment. faut que ça, enfin, moi, en tant que salarié, j'ai envie que ça réponde à mon vrai besoin. Je vois Stéphanie qui Ouais. dit: «Et Netflix?» Mais je crois que tu l'as dit d'ailleurs, Netflix, tu l'as cité, non? Ah oui, oui, Netflix, c'est bon, Tu c'est de l'as la culture. cité? De la culture. Ouais. Après, il va falloir regarder des choses intéressantes sur Netflix. N'est-ce pas? Voilà. Mais Donc voilà. ouais. Et donc, on passe du coup au deuxième trimestre. Alors, le deuxième trimestre, c'est plus une période sur laquelle on va essayer de focus plus sur des questions qui vont pas forcément être totalement liées au pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que Ouais. il y a pas, même si c'est évidemment notre priorité, il y a évidemment aussi des choses qui vont ne pas tomber dans le pouvoir d'achat. Il y a des problématiques des salariés qui ne vont pas être forcément liées au pouvoir d'achat. Il faut aussi leur donner un peu une voix dans l'entreprise. Et il faut être capable, nous, ce qu'on propose et ce qu'on fait d'ailleurs chez nous, c'est une approche où on va utiliser des moments un peu plus calmes sur ces sujets-là pour poser des questions à l'entreprise. Par exemple, les entretiens de mi-année, c'est une bonne
un bon moment pour demander qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus dans l'entreprise, en ayant par exemple fait une liste de choses, que ce soit sur le sport, que ce soit sur, par exemple, des formules, peut-être le déjeuner, que ce soit sur des services additionnels, que ce soit sur même des services additionnels à la santé, sur des outils d'entreprise. Il y a beaucoup de la formation, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées. Et donc, ce qu'on conseille à l'été, c'est, après que vous avez fait le sujet des augmentations, lancer un sondage, lancer des questions en interne pour comprendre ce qu'il y a et faites tout de façon la plus publique possible. C'est vraiment important de mettre en place cette consultation et de dire voilà ce que vous avez choisi et voilà vos priorités et donc voilà ce qu'on va mettre en place cette année. Nous, c'est ce par exemple, l'année dernière, nous, on avait vraiment un sujet sur le sport et on a mis en place une application qui s'appelle Sport Heroes et qu'on utilise beaucoup, enfin, que certains utilisent énormément, d'autres un peu moins. Qui nous permet de faire du sport, d'avoir des challenges et c'est assez intéressant. Et voilà, on met en place à chaque fois des choses pour améliorer la QVT. Et on pense que c'est bien d'avoir ce moment-là aussi euh, pour, pour réfléchir à ces problématiques-là. Et ensuite, une fois que vous avez les priorités des salariés, de façon très publique, vous pouvez prioriser et leur dire voilà ce qu'on a choisi, voilà comment on va le mettre en place. Et le mettre en place, c'est une bonne façon de communiquer. Et après, c'est aussi une bonne façon de se dire on a un moment où on fait une vraie réflexion dans l'entreprise, c'est pas des initiatives un peu comme ça toute l'année. Ça permet de sanctuariser un peu ce moment-là et de le rendre un peu plus important. Donc, c'est quelque chose qu'on conseille pas mal. Et puis, il y a vraiment je trouve que c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle des avantages et puis parfois, il y a des réactions qui disent oui, mais ça ne répond pas aux besoins individuels. Enfin, j'ai vu quelques réactions comme ça, mais finalement, là, tout ce que tu décris là, justement, répond à cette objection. La bonne stratégie, idéalement, pour l'entreprise, c'est déjà de commencer par mener cette espèce d'état des lieux, de récolter vraiment les besoins individuels pour ensuite proposer les avantages qui vont le mieux répondre à ce que veulent les salariés. Donc, on est vraiment dans une démarche de répondre aux besoins concrets des salariés. Moi, je serais sur le côté individuel, je trouve ça intéressant. En fait, c'est vrai que les avantages sociaux, c'est souvent une approche assez globale dans l'entreprise. Après, si par exemple vous avez des gens qui performent énormément et des gens qui performent moins, vous pouvez aussi mettre des augmentations salariales à discrétion en salaire fixe qui peuvent un peu combler cette problématique-là. Mais effectivement, c'est des politiques qui sont souvent des politiques globales pour l'entreprise. Et je pense que c'est aussi ce que demandent les salariés. On parle de transparence, on parle d'équité, on parle de tout ça. Je pense que casser un peu l'opacité dans les augmentations en rajoutant à tout le monde pas mal d'avantages, c'est super. Ça fait monter un peu le niveau de l'eau, disons, et les gens en ont vraiment besoin. Et après, s'il faut rajouter en fonction des performances et tout ça, vous avez toujours le salaire fixe qui était souvent en fait l'option par défaut. Et sur la manière dont l'audit, entre guillemets, peut être conduit, il y a Christelle qui demandait comment cibler un questionnaire pour sonder les attentes des salariés. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le champ d'action de bénéfice, mais pour ne pas avoir des réponses qui vont dans tous les sens et donc réussir à avoir une vraie tendance. Est-ce que toi, tu as ce recul sur ça, que tu peux nous partager des tips? Oui, alors vous pouvez. Alors là-dessus, sur l'outil, il y en a pas mal qui existent déjà. Il y en a qui sont payants, mais après, on peut utiliser aussi des outils comme du Google Docs, enfin des choses assez simples à utiliser. Et après, il y a deux options. Hein. C'est soit vous avez du monde et vous allez avoir des réponses qui partent dans tous les sens, mais a priori, il risque. Déjà, vous essayez d'avoir une liste de priorités, de dire vos 3 priorités, ça serait quoi? Et a priori, vous allez avoir beaucoup de questions qui se recoupent et qui vont vous permettre de bien prioriser. Mais après, l'important, c'est aussi de communiquer les résultats avec l'entreprise. Et si tout le monde se dit, c'est pas du tout ça, on imaginait ça et tout, là, vous verrez qu'il y avait un problème. Mais en tout cas, a priori, ça se recoupe si vous demandez les 3 priorités pour chacun. Et après, évidemment, vous pouvez choisir
10 initiatives que vous voyez bien dans l'entreprise, faire une veille et après dire aux gens, classez-les ou lesquels vous préférez, ainsi de suite. Ouais. Et ça vous permet d'avoir de bonnes idées. L'idée, c'est pas de faire 100 projets, hein, c'est d'en identifier un, deux, maximum trois, parce qu'après, sinon, vous n'allez pas être capable de les faire vraiment bien de votre côté. Mais oui, ouais. Ok, Donc, je pense que c'est clair. super. Et du coup, sur le troisième trimestre, la priorité, c'est la santé. On en parlait juste avant, c'est le moment clé des augmentations et cotisations. Donc, chaque année, il y a plusieurs choses. Il y a l'évolution du plafond de la sécurité sociale, qui, comme les cotisations augmentent chaque année, les cotisations générales vont augmenter. Et les assureurs vont aller ensuite au diapason et rajouter quelques pourcents d'augmentation. Parfois, l'augmentation est justifiée, parfois moins. Et en fait, pour comprendre l'augmentation, non, moi, je ne pense pas que l'augmentation de la mutuelle, ça soit quelque chose de forcément catastrophique. Il faut essayer de vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, et une augmentation de mutuelle, c'est, par exemple, est-ce que c'est lié à votre consommation ou est-ce que ça l'est pas? Donc la première chose à demander, c'est quel est le S sur P, donc c'est sinistre sur prime de votre entreprise, et comprendre combien vous avez consommé l'année dernière. Si on vous annonce une augmentation de 40%, mais que vous avez consommé 140 et par rapport à ce que vous avez cotisé, a priori, c'est logique, parce que vous aviez une mutuelle qui était quand même moins chère que ce que vous deviez payer. Et au fond, ça vous condamne un peu à aller chercher toujours quelqu'un qui vous fera payer moins cher, mais qui vous redressera chaque année. Donc ça, une consommation, quand vous consommez beaucoup, il faut se dire, soit on a une augmentation, soit on passe sur des plans moins forts, mais vraiment casser un peu le côté irrationnel de l'augmentation qui arrive comme ça. D'où vient-elle? Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a la question de si par contre l'augmentation n'est pas du tout corrélée à ça, que vous ne comprenez pas vraiment, que votre S sur P est plutôt bon et que vous avez quand même une bonne augmentation, là vous pouvez dire je paye peut-être aussi un peu pour les autres. Et là, vous avez plus intérêt à vous dire je vais peut-être challenger ma mutuelle, voir d'autres offres qui peuvent être intéressées. Mais une mutuelle qui est très utilisée, en fait, trop utilisée, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que vos salariés l'ont utilisée. Donc, ils en sont contents. Ils ont pris des soins. C'était bon pour leur pouvoir d'achat, sinon ils auraient dû le payer de leur poche. Après, à vous de vous poser la question aussi de ce que vous en pensez de ce côté-là et de voir si peut-être que parfois il y a des garanties qui vous coûtent très cher et qui ne sont pas super nécessaires. Bon, après, c'est une négociation, une discussion à avoir avec vos salariés. Mais je pense qu'il faut casser le côté très, on se fait augmenter, c'est pas bien, et comprendre, les raisons, deux, comprendre la consommation de votre entreprise et se dire que peut-être c'est une bonne chose que les gens puissent l'utiliser pour leur santé, voilà, et de mieux comprendre votre plan et comment vous allez faire de ce côté-là. Et après, comme on voit aussi, une mutuelle, c'est aussi parfois un peu de gras si c'est mal utilisé ou pas assez utilisé, comme ça, pour redonner du pouvoir d'achat de façon directe en titre de paiement, ainsi de suite. Ok, je pense que c'est très clair. Et on en revient encore au même principe de qui est ma population et ses besoins, encore une fois. Exactement. C'est vraiment le cœur de la démarche. Et notre dernière Exactement. priorité, alors? C'est le dernier trimestre et la loi PPV, prime de la partage de la valeur ajoutée. Et évidemment, sur ce sujet-là, on en reparlera. En tout cas, on serait heureux de vous envoyer plus de contenu là-dessus. Mais on va quand même commencer à voir le sujet dès aujourd'hui. Donc, la loi PPV, ça va devenir obligatoire en 2025. Il va falloir Ok. se conformer. Donc, elle peut être versée depuis le 1er juillet 2022. On sait que ça a été à ce moment-là qu'il y avait toutes ces problématiques autour du pouvoir d'achat, comme quoi c'est un sujet qui dure depuis un moment. Elle a été votée le 29 novembre dernier et elle va compter pour l'année 2025. Et ce qu'il faut faire pour être en conformité, c'est se dire que ça va être une prime évidemment pour tous les salariés, pour les entreprises de moins de 50 personnes, moins de 3 SMIC de salaire, et ça va être une prime
one shot, soit de 3, alors c'est one shot, mais c'est 2 fois par an maximum, de 3K € en fonction des résultats de l'entreprise et du mode de calcul, ou carrément un accord d'intéressement qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Nous, on pense que c'est un sujet sur lequel il faut commencer à réfléchir maintenant, parce que vous Eh pouvez oui. avoir plein de façons de le faire, de se dire, on va donner des primes plusieurs fois par an, on va faire un accord d'intéressement dans l'entreprise. Il faut commencer à penser la façon dont vous avez calculé tout ça, de voir quelles seraient les modalités pour le mettre en avant, quels partenaires vous allez choisir sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est un sujet qu'il faut commencer à avoir en tête dès maintenant, qui va sans doute, à mon avis, devoir vraiment accélérer à la fin de l'année prochaine, enfin, pardon, à la fin de cette année. Mais C'est à partir du 1er janvier 1er janvier 2025. C'est ça. Ah oui, donc ça arrive vite. Ouais, On se dit on a le temps, mais non, 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 ça passe vite. ouais, exactement. Donc c'est un sujet sur lequel il va falloir en tout cas il va falloir se mettre en place assez rapidement, tout en sachant que, voilà, évidemment, on parle de prime de partage de la valeur ajoutée, il faut évidemment qu'il y ait quelque chose à partager. Donc voilà, il faudra créer une équation de partage de la valeur ajoutée en se disant, si l'entreprise atteint ces objectifs-là, alors vous aurez X%. Oui, il faut mettre à plat le mécanisme. Enfin, faut s'accorder sur ce qu'on va accorder, du coup. Ouais, exactement. Et c'est vraiment important de commencer à réfléchir à ça pour pas être surpris en fin d'année, pour pas être dans le rush ou dans un moment de stress en fin d'année. Et je pense que c'est aussi le boulot, alors pas mal des CEO, CFO, mais aussi RH, de commencer à infuser un peu ce sujet-là, parce qu'après, c'est des sujets qui, s'ils sont mal traités en fin d'année, peuvent avoir un petit impact négatif aussi, parce que pour les entreprises, on peut comprendre que ça soit une contrainte, mais pour les salariés, c'est quand même quelque chose qui leur fait vraiment plaisir et qui peut leur donner un vrai coup de pouce. Et donc, il faut se donner à ce sujet aussi, voilà, l'importance de bien choisir ce qui est le mieux pour ses salariés et pas avoir l'air de le faire dans une sorte de précipitation à Oui, un pas dans moment. l'urgence, ouais. Ouais, voilà, exactement, parce que c'est aussi une marque un peu de respect et de montrer qu'on voilà, on essaie de faire le mieux pour les salariés de ce côté-là, sachant que chez Bénéfice, nous, on a mis en place de l'intéressement depuis à peu près 2 ans, je crois, voire un peu plus, et que c'est quelque chose qui est vraiment très, très populaire chez nous. Pour aller un peu plus loin d'ailleurs, voilà, je vous ai remis un peu les tableaux que vous voyez, je ne vais pas me réappesantir là-dessus, mais en fait, le gros intérêt de l'intéressement, je trouve, c'est que le salarié, il va avoir, nous on dit que c'est vraiment du salaire en mieux en fait, parce que c'est à la fois quelque chose que vous pouvez placer, et donc qui est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est super défiscalisé. Et ça va vous permettre, dans quelques années, de faire un projet immobilier, d'avoir pas mal d'économies pour faire ce que vous avez envie de faire dans quelques années. Donc ça, c'est vraiment top. C'est au lieu d'économiser sur votre salaire, vous avez ça qui construit vos économies pour vous. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon premier côté. Mais aussi, c'est du salaire en mieux parce que si vous décidez de le percevoir tout de suite, c'est quand même encore un peu moins taxé que du salaire. Et donc voilà, donc nous on peut dire si vous êtes dans une dimension très importante sur le pouvoir d'achat et que vos salariés vous disent super, bon, mais l'intéressement, ok, mais moi j'ai besoin d'argent dès maintenant, mais il faut mettre en place des dispositifs dans lesquels vous pouvez percevoir directement les choses et en fait vous allez être capable de donner un peu plus à vos salariés. Nous c'est ce qu'on fait principalement chez Bénéfice avec l'option on peut débloquer ou pas. Il y a certains qui débloquent toujours, certains qui débloquent de temps en temps, ainsi de suite. Oui. Mais Il y a c'est la vraiment liberté de intéressant. débloquer. Il y a la liberté de débloquer. Il n'y a pas de carence ou de délai avant de pouvoir débloquer la somme. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, ça peut être débloqué tout de suite. Donc voilà, donc Ok. ça c'est un sujet sur lequel on ira beaucoup plus loin dans les prochains mois, mais qui est vraiment intéressant, comme son nom l'indique, et que vous pouvez commencer à regarder dès maintenant. Il va être obligatoire d'avoir un avis sur ce sujet en 2025, que ça soit est-ce que vous voulez un vrai accord d'intéressement global, ce qui est
plus ou moins ce qu'on vous conseillerait de faire, parce que ça vous donne quand même une stratégie assez globale. Et après, sinon, ça peut être des primes qui peuvent arriver, mais en termes d'attractivité, c'est vraiment intéressant d'avoir de l'intéressement. Et c'est aussi lié à la performance de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle ne performe pas aux objectifs, c'est pas une charge en plus, c'est vraiment si vous réussissez à atteindre les objectifs que vous aviez, vous allez être capable de mettre en place des choses. Mhm. J'ai quelques questions pour toi, Corentin. Il y a Ouais. Jennifer qui dit, est-ce qu'il existe des primes plutôt individuelles liées à la performance, par exemple, sur lesquelles on serait susceptible, les employeurs, de bénéficier d'exonération de charges sociales? Alors, des primes qui peuvent être versées individuellement à certains salariés. Alors, j'en connais pas, moi, de mon côté. Je sais qu'en tout cas, c'est pas le cas de la prime Macron et de la PPP, en Mhm. tout cas. On Mhm. est obligé de la donner à tous les salariés. Mais je vous enverrai un mail aussi au cas où il y avait des imprécisions dans ce que j'ai dit. Euh, Parce qu'on peut effectivement peut-être qu'il y en a. En tout cas, c'est pas dans ces mécanismes-là qui sont plus des mécanismes globaux. Ouais, ça marche, ok. Et juste pour savoir, tout à l'heure, quelqu'un me demandait, chez Bénéfice, vous êtes combien de salariés? Alors nous, on est une petite quarantaine, on doit être 38. Petite quarantaine. Ouais. Ok. Comme plusieurs fois, tu as cité l'exemple de Bénéfice, j'ai quelqu'un qui demandait combien vous êtes de salariés, je pense, pour évaluer comment vous étiez positionné en termes de taille. Ouais, c'est ça. On en est à peu près là, ouais. Ok, ça marche. Super. Et alors, Patrick qui demande qu'en est-il des avantages en nature par rapport à des dépenses professionnelles au niveau fiscal 2024? Des changements prévus? Quels changements peuvent être à venir? Est-ce que tu as une idée? Alors là, c'est des sujets nous, les avantages en nature, c'est des sujets sur lesquels nous, on n'est pas du tout positionnés. Ouais, ça sort de Euh, votre champ d'expertise. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, c'est du mien, en tout cas, je suis sûr que si Benjamin avait pu être là, il vous aurait répondu parfaitement à cette question. Mais ça, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on propose. Mais encore une fois, on note la question et on regardera de Oui, notre côté si on a des enjeux de ouais. ce côté-là. Vous pouvez Mais absolument c'est en tout cas prendre des. contact avec Bénéfice après, hein, si jamais on n'a pas pu répondre à tout. Ouais, carrément, carrément, carrément. Et puis désolé si on n'a pas la réponse à tout, il y a toujours des petits sujets sur lesquels c'est les avantages sociaux, mais justement, notre mission, c'est de démocratiser, simplifier un peu Mm. ces enjeux-là. Mais alors, des avantages sociaux, il en existe des milliers et le travail est long, long, long avant que tout le monde soit expert. Et ben, du coup, ouais, pour vous parler rapidement de Bénéfice, et après on prendra peut-être quelques petites questions avant de finir. Oui. Donc Bénéfice, c'est la première solution intégrée qui vous permet à toutes les TPE-PME de souscrire, gérer et valoriser tous les avantages sociaux au même endroit. Et c'est une plateforme tech qui permet aux RH et aux salariés d'avoir tous leurs avantages sociaux au même endroit, d'être en conformité, de mettre en place des nouveaux avantages sociaux vraiment simplement. Donc, vous avez vraiment, quand vous imaginez tout ce que du Alan, du Swell, vous avez tout au même endroit et de façon très très simple. Et on vous propose les meilleurs avantages sociaux avec de la mutuelle, de la prévoyance, une cagnotte titre avec tous les types de paiement dont vous avez parlé, de l'épargne salariale. Et nous, c'est ce qu'on utilise chez nous et qui nous permet aussi d'avoir une politique salariale qui est vraiment avantageuse et vraiment intéressante. Et on commence à le mettre en place évidemment chez pas mal de personnes, pas mal d'entreprises, je vais vous en parler juste après. Et aussi, ce qui est vraiment important chez Bénéfice, c'est le côté humain aussi. On est un service SaaS, donc vous imaginez parfois qu'il n'y a qu'une plateforme. On sait que les avantages sociaux, c'est un sujet qui est complexe et qui est à la fois complexe et qui est à la fois un sujet sur lequel vous, RH, vous avez parfois énormément de demandes, de problématiques, d'urgence parfois, que ce soit sur de la santé, que ce soit sur des types de paiement. Et nous, on a voulu mettre en place un service vraiment pour vous accompagner à 100% avec un chat qui répond à toutes les problématiques de vos salariés et du conseil en stratégie de rémunération pour vous aider à mettre en place tout ce dont on a parlé en vous donnant les clés. Et évidemment, ça c'est gratuit avec nos produits, nos avantages sociaux.
Et pour aller un tout petit peu plus loin, nous, en fait, évidemment, bénéfice, c'est notre objectif, c'est d'avoir un impact déterminant sur le pouvoir d'achat. Vous l'avez bien vu, on peut apporter jusqu'à 30% de pouvoir d'achat en plus sur les salariés en fonction des stratégies. De la simplicité pour le RH et le salarié, et vraiment mettre en place une attractivité qui est décuplée pour l'entreprise. À budget égal, vous êtes capable de donner de meilleurs packages et vous avez une stratégie vraiment holistique de rémunération assez solide pour de petites entreprises versus de grands groupes qui auraient eu besoin d'avoir une véritable équipe compète-benne. Vous êtes beaucoup plus compétitif. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 clients là, en moins de 4 ans d'existence, dont des grands noms de la RH comme Lucas, par exemple, mais aussi du Lydia, Shadow, pas mal d'entreprises qui vont être des startups, des TPE-PME, parfois des ETI. Enfin, en tout cas, moins de 500 personnes. Et qui vont nous utiliser pour avoir un ou tous les avantages sociaux. Évidemment, plus vous avez d'avantages sociaux chez nous, plus vous êtes capable de mettre en place une stratégie de rémunération qui est complète. Et justement, Bettina demande, est-ce que la solution bénéfice, elle est adaptée à des groupes multi-conventions collectives? Ça va dépendre des conventions collectives. Il faudra qu'on regarde ça potentiellement. Ouais. Ça va dépendre, évidemment, toutes les conventions collectives sont pas encore chez nous. C'est un de nos enjeux, évidemment, d'être capable de proposer de plus en plus de conventions collectives. Mais ça, il faudra voir avec nous. Je vous invite à faire, par exemple, une demande Oui. de démo sur notre site. On saura vous Oui. répondre très, très rapidement. C'est pareil pour Claire. Il y a une question qui est plutôt personnelle, mais si vous avez des questions vraiment liées à bénéfice, à son offre, je vois Claire qui semble être déjà cliente, qui a une question par rapport à son offre. Je vous invite à vous rapprocher de bénéfice. Ce sera quand même beaucoup plus simple d'obtenir des réponses en vous rapprochant directement des équipes bénéfices. Peut-être en conclusion de ce webinaire, tout à l'heure, il y avait une question qui était passée et que j'avais mise de côté. Jennifer qui demandait, alors c'est une question vraiment très large, mais en lien avec le sujet, c'était comment aujourd'hui savoir si on rémunère bien ses salariés. Alors, c'est vraiment une question très large, mais voilà, si tu as un peu, toi, ta vision des choses à partager ou des outils ou voilà, du concret à partager à Jennifer avant qu'on se quitte. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je dirais qu'au fond, on a tous un peu une idée de savoir si on rémunère bien, parce que dans la vie de la boîte, si on voit les salariés qui partent pour des salaires supérieurs toujours autre part, on s'en rend un peu C'est un compte. indicateur déjà. Ouais, c'est un indicateur. Enfin, je pense que dans la vie de l'entreprise, on peut s'en rendre compte au fur et à mesure. Mais après, il y a des outils qui vont exister, qui vous permettent de dire, il y a un outil qui s'appelle Figures, par exemple, qui est intéressant, Ah oui. et qui est client bénéfice d'ailleurs, qui utilise, qui vous permet de dire, voilà, j'ai cette personne qui a tant d'ancienneté, qui fait ce métier-là. C'est quoi le prix du marché, et vous allez être capable de le voir et de mettre le même à l'échelle pour toute votre entreprise. Et donc vous avez pas mal de façons de voir ça. C'est intéressant aussi pour en parler avec les salariés, parce que parfois vous pouvez leur dire voilà où on imagine qu'est le marché, donc voilà comment on vous paye, et ça peut permettre d'avoir des discussions parfois un peu plus dépassionnées sur ces sujets-là. Mais voilà, il y a plein d'outils potentiellement. Nous, Figures, on connaît bien et on aime bien. Et après, vous avez sans doute, peut-être en faisant des recherches ou des choses comme ça, je pense que c'est à peu près ce que je ferais à votre place. Ok. Bon, je pense que c'est clair. Jennifer nous remercie au passage. Et puis, allez, dernière petite question. Comme ça, en 2 mots, un exemple d'avantages sociaux axés RSE. Est-ce que tu as une idée à partager avant qu'on termine? Avantages sociaux axés RSE, je sais que sur l'épargne salariale, vous avez, alors moi je vais être tracé de pouvoir d'achat, mais sur l'épargne salariale, vous avez pas mal de fonds verts que vous pouvez faire en sorte de investir l'argent aussi dans des fonds qui sont bons pour l'environnement, ou sur certaines causes, ou ainsi de suite. Oui. Moi, j'aurais toujours tendance à favoriser, le pouvoir d'achat, et ensuite peut-être des avantages RSE. Après, il peut y avoir des formations, il peut y avoir plein de choses qui vont entrer. Par exemple, même
qui vont rentrer un peu plus dans des démarches plus écologiques, des démarches plus Oui, sportives. Il y a pas mal d'applications qui proposent de faire, de récolter des points quand vous faites du tri, qui donnent à des associations, ainsi de ah suite. oui. Mais moi, j'aurais tendance à dire, la première RSE aussi de l'entreprise, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de performance aussi sociale dans l'entreprise et donc de donner le maximum de pouvoir d'achat aux Hmm. salariés. Voilà, Oui, c'est déjà une démarche RSE en soi, ouais, voilà, exactement. donner du pouvoir d'achat à ses salariés. Ok, bon, ben écoutez, je pense que la boucle est bouclée. On a répondu à pas mal de questions. Vous avez été hyper actifs, hyper engagés. Franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes vos questions. J'espère qu'on a pu y répondre, enfin que Corentin surtout a pu y répondre. Hein, c'est lui l'expert du sujet du jour. Est-ce que Corentin, tu veux partager un mot de la fin pour conclure ce webinaire? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci Anaïs pour ton accompagnement. Merci à tout le monde pour toutes vos questions. C'était vraiment intéressant d'échanger avec vous. On va continuer, nous, à parler toute l'année de pouvoir d'achat, voir comment on peut accompagner les salariés, comment on peut vous donner des solutions vraiment concrètes, hein. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de l'impact Hmm. sur le pouvoir d'achat. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est très concret, mais que c'est aussi très complexe. Et donc, ça va être trop Mhm. notre enjeu de vous permettre de faire des choses que vous n'aviez même pas imaginées. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, continuer à suivre nos contenus. Nous, on sera un plaisir de vous donner plus d'infos sur ces sujets-là tout au long de l'année et dans les années à venir. Avec plaisir, on suivra ça de près. Moi, il me reste à vous remercier tous et toutes pour votre participation. On se retrouve très bientôt. Un prochain webinaire est prévu fin février. Alors, j'ai pas encore tous les détails, mais bon, vous pouvez vous tenir au fait en consultant le site de Culture RH ou en vous abonnant à la newsletter si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des derniers articles et des dernières actus RH. Et moi, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si jamais vous voulez poursuivre les échanges ou suivre mes contenus qui, pour ma part, sont un peu plus orientés recrutement, mais aussi marque employeur, mais finalement, c'est aussi très lié au sujet du jour. Donc, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci à toi, Corentin. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui. On a passé un super moment. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt et une très belle journée. Merci. Avec plaisir.